Et tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse vidéo mensuelle des sorties littéraires du mois prochain, donc du mois de juin 2023. Ce mois-ci, il y en a un petit peu plus que le mois dernier. Le mois dernier, je crois que je vous en avais proposé genre une douzaine, me semble. Là, on remonte à 20. Oui. Et pourtant, au début, quand j'avais commencé à regarder les sorties qui arrivaient pour juin, je me disais, ouais, ça va être un mois sympathique, mais il n'y a rien de bien foufou. On sent que l'été arrive et que les grosses sorties sont passées. Bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé entre ce moment-là et maintenant, mais 20 livres quand même. Donc on va pas tarder plus longtemps et on va tout de suite attaquer parce qu'il y a du boulot. Ceci dit, quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on a je crois maximum 3 sorties que j'ai repérées le même jour. Tout le reste, c'est 1 ou 2 sorties par jour. Donc c'est pas mal étalé sur tout le mois. Donc ça permet de mieux gérer son budget peut-être. Vu que le mois dernier, on a essayé de tout mettre en début de mois et d'avoir la dernière moitié de mois où on n'avait rien à dépenser. Est-ce que ça l'a fait pour vous? Je sais pas, moi ça a été compliqué et le mois n'étant pas terminé, c'est toujours compliqué. Donc là, le mois de juin, ça va être plutôt une sortie par-ci, une sortie par-là, 2, 3... Voilà, c'est plutôt bien balancé tout le long du mois, donc on va voir et c'est parti, on attaque tout de suite. On commence avec le 1er juin, pas le temps de niaiser, on attaque dès le 1er avec 2 sorties que j'ai repérées et la première est le tome 4 de la saga Vampiria, donc cette fois-ci c'est Vampiria America, écrit par Victor Dixon et publié chez la collection R. Alors pour celui-ci, je vais pas vraiment vous faire de résumé puisqu'on arrive sur le tome 4, donc le début de la 2e trilogie de Vampiria, puisque je vous rappelle que Vampiria sera en tout composé de 12 tomes répartis sur 4 trilogies. La première trilogie se passant en France étant terminée. On attaque la deuxième, cette fois-ci se passant en Amérique et donc qui paraîtra le 1er juin. Je ne vais pas vous faire de résumé dessus puisque la saga est déjà bien avancée et que de mon côté, je n'ai lu que le tome 1, donc je n'ai pas envie de me spoiler non plus. En tout cas, voilà, je me doute que les fans de Victor Dixon, vous êtes déjà au courant, mais pour ceux qui ont peut-être raté l'info et qui ne savaient plus trop exactement quand est-ce qu'il sortait, bah écoutez, il sort dès le 1er juin, donc on y court, on y fonce, sachant que Victor Dixon fait une petite tournée de dédicaces au mois de juin justement à l'occasion de la sortie du livre, donc n'hésitez pas à regarder sur l'Instagram de la collection R qui l'a partagé, je crois que Victor Dixon aussi sur son Instagram l'a partagé, pour voir s'il passe vers chez vous et que peut-être vous seriez intéressé pour le rencontrer. En tout cas, il est vraiment très sympathique et très intéressant à écouter parler. Donc de toute façon, moi je sais que Vampiria, je ne sais pas si je vais me procurer le tome maintenant parce que on va voir comment j'avance. Mais en tout cas, sur le long terme, oui, bien sûr que je vais me procurer ce 4e tome. La deuxième sortie du 1er juin est la nouvelle sortie de chez Lumen, qui est la première sortie de la saga Les Monstres de Papier, se nommant Les Cités Rebelles et écrit par Anne-Céline. Donc dans celui-ci, nous sommes visiblement au Japon, ou en tout cas dans ce qui s'y rapproche, puisque nous avons notre héroïne Kurara qui travaille dans un hôtel flottant. Visiblement, dernièrement, on aime bien les hôtels qui flottent. Puisqu'il me semble que c'était une sortie du mois dernier qui s'appelait L'Hôtel Magnifique, publié chez je ne sais plus qui, écrit par je ne sais plus qui. Pareil, on avait un hôtel qui flotte. Et ben écoutez, chez Lumen, ce mois-ci aussi, nous allons avoir un hôtel qui flotte avec Kurara qui y travaille. Cependant, cet hôtel va se retrouver attaqué par ce qu'on appelle les Shikigami, donc des monstres de papier. Comme dans le titre les gars. Heureusement, Kurara réussit à échapper à cette attaque et ça c'est grâce à Himura qui n'est autre qu'un pliomage. Donc les pliomages sont des personnes qui ont une sorte de magie en pliant les papiers et qui peuvent leur donner vie. Donc on va visiblement avoir un combat de papier entre ces Shikigami, ces dieux du papier, ces monstres de papier, et en même temps, ce que les pliomages sont capables de faire. Donc j'aime beaucoup cette idée, ça fait vraiment très japonisant effectivement, ça rappelle énormément l'origami, vous vous en doutez. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, en tout cas la couverture est magnifique. Je ne vous lis pas le reste des résumés, en tout cas on comprend que déjà c'est un tome 1, donc il va y avoir vraiment toute une bataille entre ces pliomages et ces Shikigami. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'attends les premiers avis, mais en tout cas à chaque fois, Lumen savent nous proposer des choses qui dénotent et qui donnent bien envie, bien que là ça fait 2 mois de suite qu'ils sont à fond dans l'Asie, donc écoutez, moi je suis à fond aussi, parce que là, avec Kurara, j'ai bien envie de la suivre. Nous avançons d'une journée en arrivant en date du 2 juin, où cette fois-ci c'est une sortie que j'ai repérée. Il s'agit de Un destin sauvage, si sauvage, écrit par Inga Vesper et publié aux éditions La Martinière. Ici nous sommes dans le sud des États-Unis en 1930, où nous suivons Cornelia, qui est tenancière d'un hôtel. Un hôtel avec une clientèle pas forcément recommandable, puisqu'on va avoir un petit peu des vagabonds, des bons à rien. En tout cas voilà, pas forcément l'hôtel le mieux famé de tous les états. Mais pourtant elle s'y plaît, elle aime beaucoup sa vie jusqu'au jour où elle va devoir disparaître. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle va devoir disparaître et elle le fait en sachant qu'elle devra revenir pour se venger. On avance dans le temps et on arrive 40 ans plus tard en 1970, où cette fois-ci nous suivons la petite fille de Cornelia qui est un peu hippie, donc assez détachée de tout ça, qui va cependant connaître une mort qui, elle le sait, est liée à la disparition de sa grand-mère il y a de cela 40 ans.
J'en sais pas beaucoup plus, c'est quand même très très énigmatique. Vous connaissez peut-être le nom de l'autrice ou le titre en tout cas de celui que je viens de vous présenter vous dit peut-être quelque chose parce que les deux titres se ressemblent. C'est celle qui avait écrit un si long après-midi qui est paru il y a 1 ou 2 ans me semble-t-il, qui avait énormément fait parler de lui, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire mais que j'aimerais vraiment beaucoup tenter. En tout cas voilà, elle est de retour. Alors je sais pas si c'est judicieux d'avoir fait un titre aussi proche du premier, parce que ça pourrait laisser penser que c'est dans la même veine alors que ça ne semble pas l'être. En tout cas on verra. Il me fait bien envie. À chaque fois moi quand il y a de la double temporalité comme ça j'aime beaucoup et donc j'ai très hâte de voir ce que les gens en pensent. On avance un petit peu dans le temps, on va avoir quelques jours de répit avant d'arriver à la sortie suivante que j'ai repérée qui se fait en date du 6 juin. Il s'agit de L'Ascension des Dragons, écrit par Marion Aubry et publié aux éditions Plume Blanche. Pour celui-ci, je vais vous lire le résumé puisque je le trouve très très bien fait et suffisant pour vous donner largement envie de découvrir cette histoire qui m'a l'air fantastique. Sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers répartis en clans vivent en marge de la société. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Emma n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons et c'est entre ses mains que repose leur avenir. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il ? Ça a pas l'air franchement trop bien. Toute cette vibe dragon, ça me fait énormément penser à Khaleesi, donc Daenerys dans Game of Thrones. Cette idée d'avoir la reine des dragons, d'avoir une femme qui règne un petit peu sur toutes ces créatures, ça me donne extrêmement envie. En plus, en général, les éditions Plume Blanche font des superbes manuscrits. Donc je trouvais important de vous présenter parce que les éditions Plume Blanche, bien que faisant beaucoup de très bons manuscrits, sont pas forcément les éditions que l'on voit le plus mises en avant. Et c'est bien dommage. En tout cas, celui-ci a l'air vraiment chouette. Et cette vibe de grosse fantaisie avec des bons dragons là, ça donne bien envie. Le lendemain, le 7 juin, ce sont de nouveau 2 sorties que j'ai repérées et la première est la suite tant attendue de Sorcery of Thorns qui se nomme Mysteries of Thorn Manor, écrit par Margaret Rogerson et publié aux éditions Big Bang. Je ne vais pas vous faire de résumé sur celui-ci puisque c'est la suite de Sorcery of Thorns et qu'évidemment il faut avoir lu ce dernier pour pouvoir acheter la suite. Bien que ce ne soit pas vraiment un tome complet, j'ai plus l'impression que c'est une grosse nouvelle pour vraiment ceux qui, un peu comme moi, en redemandaient un peu plus et savoir vraiment quelle était la suite des événements après la fin de tout ce qu'on a pu connaître dans le premier tome que j'avais vraiment beaucoup apprécié. En tout cas, la suite arrive, les éditions Big Bang ont l'air de nous avoir encore préparé un très très bel objet livre, j'ai très hâte de le découvrir et ça arrive, c'est tout frais, c'est tout chaud, j'ai trop hâte! Le deuxième ouvrage à paraître le 7 juin se nomme League of Flyers, écrit par Astrid Scholte et publié aux éditions Casterman. Alors, celui-ci, quand on lit le résumé, ça a l'air, ma foi, très très dense au niveau de l'univers. Ce que j'ai compris, c'est qu'ici, on va retrouver un personnage qui s'appelle Kaider, Saïdé, je sais pas comment on prononce son nom, Kaider, on va dire, qui a 17 ans et lui officie dans une prison où il est avocat et où on retrouve surtout des criminels faisant usage de magie extradimensionnelle. Alors, voilà, ça je ne sais pas exactement à quoi ça correspond le côté extradimensionnel, en tout cas justement je laisse le livre me le faire découvrir. Et Kaider lui il va avoir un petit souci, son apprentissage en tant qu'avocat va être mis à mal lorsqu'il va faire la connaissance de 3 condamnés un peu particuliers. On va avoir une sorte de princesse déchue, un escroc qui n'a pas l'air d'avoir sa langue dans sa poche et surtout sa sœur. Alors du coup la Kaider il commence à tout mettre en question parce que pourquoi sa sœur est ici? Quels sont vraiment les criminels qui se retrouvent ici? Sont-ils vraiment des criminels? Kaider remet donc tout en question et il commence à se dire que peut-être il serait lui-même manipulé par des magiciens et lui vient alors l'idée un peu folle de faire évader ces 3 condamnés. On va donc suivre les péripéties de Kaider et de ces criminels qu'il essaye de faire évader en espérant que cela marche tout en ayant justement cet univers de magie. Alors, de ce que j'ai compris, pour moi, c'est un one-shot. Donc je suis curieuse de voir ce que ça peut proposer puisque ça a l'air quand même d'être un univers assez dense. Donc je pense qu'il faut vraiment que l'univers soit très bien posé, voir un petit peu ce que ça peut proposer. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi ça me fait extrêmement penser à une vibe un peu Six of Crows au niveau du résumé. Peut-être que dans les faits ça ne sera pas du tout le cas, mais ça me fait beaucoup penser à ça. Et comme j'avais beaucoup aimé Six of Crows, bah celui-ci me tente pas mal. Donc à voir ce que ça peut donner. Le 8 juin, c'est une nouvelle sortie que je vous ai repérée qui se nomme De larmes et d'écume, écrit par Stéphane Michaka et publié aux éditions PKJ. Dans celui-ci, nous sommes à Londres en 1884 où on va suivre Spotty qui fait ses premiers pas à la City auprès d'un enquêteur nommé Basil qui est lui-même très passionné des naufrages en tout genre. Les deux vont alors se voir confier un vieux journal écrit par une femme survivante d'une goélette qui avait été retrouvée 12 ans plus tôt sans personne à son bord. Le mystère est alors complet quant aux raisons de son naufrage et Spotty et Basil vont donc se mettre sur le coup, sachant que la personne qui a écrit ce journal de bord ne semble pas être inconnue à Basil qui semblerait l'avoir connu plusieurs années plus tôt.
On va donc suivre cette enquête sur un naufrage qui a eu lieu 12 années plus tôt. Moi, ça me donne énormément envie. Comme vous savez, les doubles temporalités, j'aime beaucoup ça. Donc, j'imagine qu'on va osciller entre l'enquête actuelle et ce que le journal de bord pourra raconter sur ce qui s'est passé à bord, justement. Hein. Et avec cette histoire, peut-être de connaissance entre Basile et la personne qui a écrit ce journal. Je ne connais pas du tout l'auteur, mais une petite histoire de naufrage, ça passe toujours bien, je trouve. Nous avançons d'un jour de nouveau et nous arrivons en date du 9 juin, où cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de Emils, écrit par Emmanuel Chastelière et publié aux éditions Argile. Nous sommes à Carthage où nous allons suivre la jeune Emils qui vient d'être un petit peu abandonnée au profit de la guerre par son mari Hannibal Barca qui est donc, comme je vous dis, parti en guerre et Emils se retrouve donc toute seule à devoir régner sur cette terre qu'elle ne connaît pas. On attend d'elle qu'elle soit complètement dévouée, qu'elle fasse son travail de femme et rien de plus. Cependant, elle a un petit peu du mal à se restreindre à ça et elle va devoir faire un choix. Est-ce qu'elle va devoir justement mener la vie qu'on attend d'elle ou au contraire devoir un petit peu taper du poing sur la table pour montrer quel est son point de vue sur les choses, quitte à se faire des ennemis. Alors, celui-ci me donne pas mal envie. Les éditions Argile, je vous avoue que je ne les connais pas. Je crois que je les ai vus passer une fois et je ne sais même plus pour quel titre, donc je vais pas vous dire que c'est ça qui me donne envie. Perso, il me fait penser un petit peu à Pénélope Rendita qui est sortie tout récemment, qui, pareil, fait le portrait un petit peu de Pénélope qui elle-même était Rendita, qui elle-même essayait de montrer qu'on pouvait être une femme forte et qu'on pouvait régner, même si elle était obligée de passer par des moyens détournés. Là, sur celui-ci, ça me fait aussi un petit peu penser à ça. Donc visiblement, dernièrement, on est dans une vibe où on nous montre que des personnages historiques féminins étaient aussi très très forts et n'avaient pas peur d'aller à l'encontre de ce qui leur était demandé. Moi, ça me va totalement, il me fait bien envie, j'attends de voir des retours, je pense, pour pouvoir ou non l'ajouter à ma wishlist. En tout cas, voilà, il arrive bientôt. Nous enchaînons avec la date du 13 juin où cette fois-ci, c'est 3 sorties que j'ai notées. Donc on arrive sur une des grosses journées niveau sortie. Et la première, il s'agit de La saison des souvenirs, écrit par Lucy Diamond et publié aux éditions Charleston. Ici, nous allons suivre Lara et sa fille Elisa. Cette dernière va rentrer à l'université et donc quitter le cocon familial qu'elle a toujours connu. Cependant, avant cela, elle a une demande qu'elle fait à sa mère, c'est qu'elle aimerait savoir qui est son père qu'elle n'a jamais connu. La mère et la fille vont donc se lancer dans un périple pour essayer de retrouver cet homme qui n'a jamais connu son enfant et qui visiblement a l'air d'être parti, si j'ai bien compris le résumé. Visiblement, nous allons pas mal voyager dans ce récit puisque nous allons partir de Scarborough où elles vivent toutes les deux, en passant par New York ou encore Cambridge pour essayer de retrouver ce père absent. Il me fait pas mal envie puisque comme d'habitude Charleston savent proposer des manuscrits qui me titillent un petit peu et celui-ci je pense qu'effectivement il va être très très fort au niveau des souvenirs, au niveau de la relation mère-fille aussi que cela peut créer. J'ai hâte de voir ce qu'il en est et en tout cas bah écoutez, il est à noter qu'il sort le 13 juin. Toujours le 13 juin et toujours chez Charleston, cette fois-ci j'ai envie de vous parler des Orphelins de Varsovie écrit par Kelly Rimmer. Ici, nous sommes donc à Varsovie en 1942, donc en pleine Seconde Guerre mondiale, où nous allons d'abord suivre Emilia, 14 ans, qui voit sa vie chamboulée le jour où elle fait sien le combat de sa meilleure amie, qui est celui d'aider les enfants à fuir le ghetto juif. Elle va donc mener elle-même ce combat et dans cette lutte, elle va rencontrer Roman. On va donc suivre les deux adolescents visiblement dans ce combat pour essayer d'aller à l'encontre du régime nazi qui sévissait à l'époque en Pologne. Là, il me donne très envie, surtout que récemment, j'ai lu un livre qui se passait justement en pleine Seconde Guerre mondiale qui relatait de ça. Et là, d'autant plus, visiblement, on nous dit que c'est une histoire inspirée de faits réels et de deux personnages, de deux orphelins qui ont véritablement existé. Donc moi, ça me donne très envie et j'aime beaucoup les histoires se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais que pas mal de vous pouvez être saoulés puisque c'est vrai qu'on en a quand même énormément des sorties qui se passent durant la Seconde Guerre mondiale. Perso, je n'en lis pas tant que ça, donc ça ne me lasse pas et celui-ci me fait fortement envie. La dernière sortie que j'ai notée en date du 13 juin, il s'agit d'un jeudi saveur chocolat écrit par Aoyama Michiko et publié aux éditions Nami. Alors déjà, avant même de vous parler du résumé, sachez que moi j'étais déjà convaincue par ce titre. Déjà au vu du titre, il y a le mot chocolat dedans. De plus, c'est un roman japonais et enfin il y a un chat sur la couverture. Voilà, moi c'était bon. J'étais convaincue avant même de lire le résumé. Mais je vais quand même vous parler du résumé. On est ici à Tokyo dans un petit café qui se trouve le long de la rivière Meguro, qui est très très connue, puisque au moment de la période des cerisiers, il y a des très beaux spots, elle est longée en fait de cerisiers, donc il y a des très beaux spots de cerisiers là-bas. Donc c'est un petit café qui a quand même son succès, mais qui connaît surtout une habituée qui revient de façon quasi quotidienne, qu'on a nommée affectueusement sur place Madame Cacao, puisqu'elle prend tous les jours un chocolat chaud qu'elle sirote en écrivant une missive jour après jour. Tout cela va durer pendant un certain laps de temps jusqu'au jour où
Madame Cacao éclate en sanglots en écrivant sa missive. On va alors essayer de comprendre ce qu'elle écrivait, pourquoi elle finit dans cet état-là, et retracer les différentes missives qu'elle peut avoir écrites en suivant visiblement plusieurs tranches de vie. Mais je sais pas vous, mais perso ça me fait pas mal penser à Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi que j'ai lu il y a pas très longtemps, ou pareil autour d'un café, que ce soit autant le lieu que la boisson. Bon ici c'est un chocolat chaud, mais on comprend, c'est une boisson chaude. On va se retrouver à suivre des tranches de vie, même si dans Tant que le café est encore chaud, on va suivre 4 histoires. Ici, ça a l'air plutôt d'être 12 histoires, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, on sent que ça va avoir cette vibe japonaise. Alors, comme j'ai bien aimé Tant que le café est encore chaud et qu'il a eu énormément de succès, je pense que celui-ci aussi va quand même pas mal intéresser certains. On passe à la journée suivante, le 14 juin, où cette fois-ci, c'est de nouveau 3 sorties qui m'ont tenté. Ouais, en 2 jours, 6 sorties. Là, quand même, par contre, jusqu'ici, on était soft. Là, le 13-14, ça pardonne pas. Et la première dont j'ai envie de vous parler, il s'agit du livre d'Ève écrit par Meg Cloutier et publié aux éditions Hauteville. Pour celui-ci, le résumé qui nous est proposé est quand même relativement long, mais je vais vous lire la première partie qui, pour moi, est très énigmatique et m'a suffi à me dire « j'ai bien envie de le lire ». Que dois-je faire du livre? Je dois le protéger. Je dois le détruire. Il est merveilleux, magnifique. Il est dangereux, scandaleux. Il est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, la pire. Percer ce secret me vaudrait d'être comblée d'honneur, acclamée. Être découverte en sa possession me fera condamner. Est-ce que vous, ça vous a pas intrigué ça? Puisqu'on nous souffle complètement le chaud et le froid en quelques lignes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce que ça va impliquer pour la protagoniste? Puisque ici, c'est une protagoniste, visiblement, on est plus ou moins au Moyen-Âge. On va suivre Béatrice qui va se retrouver, je ne sais pas trop comment, en tout cas, j'ai plus envie de m'en souvenir, en possession de ce fameux livre, duquel elle a l'air très heureuse d'être en possession, mais en même temps de redouter d'être prise en flagrant délit de l'avoir avec elle. Je ne sais pas du tout ce que ça augure. En tout cas, moi, ça me tente énormément. La couverture est aussi très sublime. Je trouve que Hauteville, de plus en plus, ils font de très belles couvertures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur celle-ci, je trouve qu'ils se sont surpassés. En tout cas, il me fait bien envie. Et en même temps, ce côté moyenâgeux, bah moi, j'aime bien. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé jusqu'au Moyen-Âge. Le suivant, il s'agit de la nouvelle parution des éditions Hurlevent, qui se nomme Nuit d'orage à Haute-Rive et écrit cette fois-ci par Juliette Galliani. Pour celui-ci, je ne vais pas vous lire le résumé puisque je n'ai pas envie de lire le résumé plus que ça. Tout ce que je sais, et c'est amplement suffisant en plus de savoir que c'est les éditions Hurlevent qui publient, c'est que cette fois-ci, ça se passe à Lyon. Je vis à Lyon, je suis lyonnaise, donc écoutez, ça sera une lecture totalement chauvine que je ferai de ce livre, puisque ça va être avec grand plaisir que je vais découvrir les ruelles de Lyon et voir comment l'autrice l'a dépeint. En tout cas, il me fait énormément envie, la couverture est magnifique, ce bleu, Mamma Mia, j'adore, et ces ciseaux n'augurent rien de bon, ceci dit, en plus du titre, parce qu'on nous parle de nuit d'orage. J'ai peur des orages, j'ai pas en même temps trop hâte de le découvrir, mais si quand même. Comment on fait quand on est départagé comme ça? J'ai envie de le découvrir, mais en même temps j'ai peur. En tout cas, il me fait énormément envie et j'ai très hâte. Il sort le 14 juin, donc tout de suite, on note parce qu'il va y avoir encore des précommandes et ça va être encore compliqué de pouvoir mettre la main dessus. La dernière sortie pour ce jour du 14 juin, il s'agit du premier tome de Savage Lands qui se nomme donc Savage Lands, donc vraiment c'est le même nom, écrit par Stacey Mary Brown et publié aux éditions Corrigan. Je ne vous ai pas parlé le mois dernier des sorties de la maison Corrigan qui vient tout juste d'arriver et pourtant c'est 4 livres qu'elle a sortis le mois dernier et cette fois-ci je crois que c'est encore 2 sorties qui sont publiées de leur côté. La deuxième que je ne vous ai pas citée hormis celle-ci ne me tentait pas plus que ça donc je ne vous en parle pas mais je vous encourage à aller regarder la maison d'édition. En tout cas Savage Lands est un livre qui me donne bien envie puisqu'ici on va avoir une sorte de confrontation qui va avoir lieu entre les failles et en même temps les humains visiblement quand même faisant partie de l'élite. On va surtout suivre une adolescente qui se nomme Brexley qui a je crois 19 ans, qui est humaine et qui va se retrouver propulsée dans une prison, dans une cité fortifiée et donc dans cette prison c'est surtout visiblement des gros criminels qui ont fait des choses pas très gentilles qui s'y retrouvent, que ça soit autant faillis que humains. Elle va donc essayer de tout faire pour sortir de cette prison et retrouver sa vie d'avant, bien que malheureusement étant orpheline, c'est pas non plus trop jojo de son côté. Et en prison, elle va faire la rencontre de Warwick Farkas, qui visiblement est un nom qui est connu, qui semblerait être surtout considéré comme un mythe, autant du côté des humains que des côtés des failles. Elle va donc se retrouver à devoir faire alliance avec lui pour essayer de sortir de cette prison. Savage Lands, visiblement, est une saga qui a pas mal fait parler d'elle en VO. Elle connaît 6 tomes parus, je ne sais pas si elle est terminée ou si c'est toujours en cours pour l'instant. En tout cas, en VO, on a 6 tomes de parus, donc nous, on a juste le premier qui arrive, donc on se lance dans une saga, les gars. En tout cas, ça m'a l'air pas mal, ce côté faillé, avec l'élite humaine, et puis cette pauvre Brexley qui se retrouve complètement catapultée dans cette prison, alors que bon, la pauvre, elle a visiblement enchaîné les coups durs sur coups durs. J'attends de voir ce que ça propose, sachant que on devine qu'il va y avoir un petit côté romance qui va arriver. J'attends de voir parce que vous savez que de mon côté, la romantaisie c'est pas forcément ce que je préfère et pourtant j'ai envie d'aimer
j'ai envie d'aimer. Et celui-ci, j'attends de voir les avis. En tout cas, voilà, il paraît le 14 juin. Le 15 juin, c'est une sortie que j'ai notée. Il s'agit de Gros Tracas pour Charlie Vega, écrit par Crystal Maldonado et publié aux éditions Young Novel. Ici, nous suivons Charlie, qui est une jeune femme qui a l'air très joyeuse, très pétillante, très intelligente et aussi grosse. Elle n'a aucun souci avec le fait de se considérer comme grosse. Elle sait qu'elle l'est, il n'y a pas de souci là-dessus. Cependant, c'est le regard des gens qui n'a pas l'air ok là-dessus et surtout celui de sa mère qui lui lance des pics, qui lui fait comprendre qu'il serait bien qu'elle perde du poids, surtout en lui laissant quelques boissons amincissantes par-ci par-là près d'elle, au cas où, sait-on jamais, elle aura envie de les boire. Charlie, elle vit donc avec ce regard sur elle que les autres lui portent, sachant qu'elle, elle est totalement en adéquation avec son corps, il n'y a pas de souci là-dessus. Et la seule personne qui semble comprendre cela et qui semble, elle aussi, aimer Charlie telle qu'elle est niveau physique, c'est sa meilleure amie. Meilleure amie qui est tout son opposé, qui est plus fine, qui a un visage moins joufflu, qui est très blonde, vraiment tout ce que Charlie n'est pas, et pourtant elles sont les meilleures amies du monde. Cependant, le point de vue que Charlie porte sur elle va plus ou moins être mis à mal le jour où elle comprend que Brian, le garçon qu'elle aime bien et qui semble lui aussi bien l'aimer, s'est dirigé vers Charlie après avoir été repoussé par Amelia, sa meilleure amie. Charlie se dit alors, est-ce que c'est une question de physique ou non le fait qu'elle passe en second choix après sa meilleure amie? Il s'agit d'un roman qui me donne extrêmement envie puisqu'on va avoir un point de vue sur qu'est-ce qu'être gros. Est-ce que être gros c'est forcément être malheureux dans son corps? Est-ce que finalement ce qui nous rend malheureux ce n'est pas le regard des autres sur nous? C'est un roman qui me donne très envie, j'espère qu'il sera good vibes malgré ce qu'a l'air de traverser Charlie. Il me donne très envie et celui-ci je pense que je n'attendrai pas de trouver des avis dessus, il me fait extrêmement envie et directement il va dans la wishlist. Nous avançons de quelques jours et arrivons au 20 juin où cette fois-ci il s'agit de nouveau d'une sortie de chez Charleston que j'ai envie de vous présenter avec L'indifférence de Loki d'or écrit par Valentine Stergan. Dans celui-ci nous suivons Faustine qui est arrivée alors enceinte de 8 mois dans un petit village normand totalement déboussolé et totalement seule. Elle va alors faire la connaissance de Georges, son voisin retraité avec qui elle va nouer une amitié très très forte. C'est alors plusieurs années plus tard au moment du décès de Georges et accompagnée de son fils Tristan que Faustine va faire le choix d'essayer de savoir qui était vraiment Georges, cet ami qu'elle a eu pendant des années et qui finalement était assez secret et dont elle ne connaissait pas grand-chose. Elle va essayer de remonter dans la vie de Georges et découvrir qui il était vraiment. Un roman qui a l'air très très fort en émotion puisqu'on va voir une amitié déjà très forte entre un homme retraité et une femme adulte, mère célibataire, qui a visiblement trouvé du soutien dans cette amitié. Et en même temps on va voir la relation mère-fils entre du coup Faustine et quelques années plus tard son fils Tristan qui vont essayer alors tous les deux main dans la main de découvrir qui était Georges, cet ami qu'ils ont eu tout le long de leur vie et dont finalement ils ne connaissent rien. Il me fait bien envie, il a l'air assez chouette, très énigmatique. Charleston, à chaque fois, je n'ai pas besoin de vous redire à quel point ça me tente. Il a remporté en plus un prix celui-ci, alors je crois qu'il a remporté un prix romantique ou le prix de la romance, quelque chose comme ça. Alors dans le résumé, on nous laisse pas trop présager une quelconque romance. Perso, moi, de ce que je comprends, c'est surtout une amitié qui a l'air de prendre le dessus. Donc, j'ai hâte. Visiblement, on comprend bien que le résumé ne nous dit pas tout. Et donc, je suis encore plus curieuse de savoir ce qui se réserve dans ces pages. La deuxième parution du 20 juin, il s'agit de Conseils de lecture pour âme égarée, écrit par Sarah Nisha Adams et publié aux éditions Nami. Pour celui-ci, je vais vous lire le résumé que je trouve aussi très très complet et suffisamment tentant. À 17 ans, Alécha travaille pour la petite bibliothèque de son quartier. Un job d'été tranquille qui lui permet de reprendre son souffle loin de sa mère bipolaire. Elle, qui ne lit que très peu, s'y ennuie terriblement jusqu'au jour où elle découvre une mystérieuse liste de lecture en rangeant un exemplaire de « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». Intriguée, elle décide de se plonger dans tous les ouvrages de la liste pour pouvoir conseiller les usagers de la bibliothèque, dont un vieil homme isolé à la recherche des livres grâce auxquels il réussira à se rapprocher de sa petite fille. Le début d'une émouvante histoire d'amitié intergénérationnelle construite sur le pouvoir thérapeutique et fédérateur de la littérature. Si ça, ce n'est pas une ode à la littérature, je ne sais pas ce que c'est. De mon côté, il me fait pas mal penser à la bibliothèque des rêves ensevelis que j'avais lu il y a quelques mois et que je vous avais présenté, donc je vais vous mettre le lien vers la vidéo où je vous fais un bilan sur cette lecture, n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, il me fait beaucoup penser à celui-ci, puisqu'ici on va encore avoir un personnage qui de base se retrouve à travailler dans l'univers des livres tout en n'étant pas forcément intéressé par cet univers-là, et qui, par les relations qu'elle va avoir et par les rencontres qu'elle va faire, va quand même prendre goût à cette littérature et découvrir à quel point la littérature, c'est avant tout du partage. Il me donne donc extrêmement envie. Décidément, Nami, c'est le deuxième livre que je note de ce mois-ci. Moi, j'ai bien envie de le tenter aussi, celui-ci. J'ai très hâte de voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même, il vous tente? Le lendemain, le 21 juin, c'est de nouveau deux sorties qui m'ont attiré l'œil. Et la première, il s'agit du premier tome de la saga Les Jumeaux Croche-Mort qui se nomme La Malédiction, écrit par Cassandra O'Donnell et publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Ici, nous sommes totalement dans une ambiance très spooky, très sombre, très gothique. Et nous allons suivre les deux jumeaux, Silence et Auriel Croche-Mort, qui se retrouvent après des années d'exil
îles rappelées par leurs grands-parents dont ils ignoraient totalement l'existence pour vivre dans leur manoir. Les jumeaux ne se sentent absolument pas les bienvenus ici et surtout ils sentent qu'une sorte de malédiction a l'air de rôder sur la ville. On n'en sait pas beaucoup plus au niveau du résumé qui est quand même très ouvert, très énigmatique. Personnellement, il me donne des vibes un peu de famille Adams, j'ai l'impression. Vraiment, je ne sais pas vous, mais personnellement, en lisant ce résumé et en voyant la couverture du livre, j'imagine un temps orageux, de nuit. Il fait tout le temps nuit. C'est un livre où il fera constamment nuit, sachez-le. Il fait tout le temps nuit, les gens sont pâles, on le voit sur la couverture, ils sont pâles. Vraiment, ça a l'air très spooky. Limite, on se demande pourquoi il sort au mois de juin, parce que personnellement, c'est une lecture que je me verrais plutôt faire au mois d'octobre ou novembre, quelque chose comme ça. En tout cas, il me donne très envie. Et Cassandra O'Donnell, je n'ai encore jamais eu l'occasion de découvrir ses écrits et celui-ci, pour le coup, me donne très envie. Est-ce que ce serait pas l'occasion de découvrir l'autrice? La deuxième sortie du 21 juin et avant-dernière sortie du mois, il s'agit de J'ai tué Zoé Spanos, écrit par Kit Freak et publié aux éditions Bayard. Ici, nous suivons le personnage de Anna qui vient d'être embauchée comme babysitter durant l'été dans les Hamptons. Elle se dit qu'elle va profiter de ces quelques mois d'été pour complètement tirer un trait sur la vie qu'elle menait à Brooklyn, où c'était soirée à gogo, où c'était débauche, en veux-tu, en voilà. Elle veut complètement arrêter ça et veut profiter de ces mois-ci où elle est complètement coupée de son environnement habituel pour arriver à ses fins. Mais quand elle arrive dans les Hamptons, rien ne se passe comme prévu, puisqu'elle découvre qu'une jeune fille environ du même âge qu'elle, se nommant Zoé Spanos, est décédée et a laissé complètement le village dans l'effroi. Anna, ne connaissant pas Zoé, n'est pas forcément touchée de cette mort jusqu'à ce qu'elle se rende compte petit à petit qu'elle a des bribes de souvenirs, qu'elle connaît certaines personnes ou encore certains lieux et que finalement ce qu'on lui décrit de Zoé ne lui semble pas totalement inconnu. Est-ce que Zoé et Anna n'auraient-elles pas finalement été liées? J'aime beaucoup ce résumé qui nous laisse en suspens et qui nous donne vraiment envie de découvrir l'ouvrage en nous disant mais oui, est-ce que vraiment elles se connaissaient? Est-ce que Anna et Zoé se connaissaient? Est-ce que Anna prend la suite de Zoé? Surtout avec ce titre où on nous dit j'ai tué Zoé Spanos. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'en est-il? Il me donne pas mal envie. Pour le coup, avec la couverture et avec le décor des Hamptons, là on est vraiment en été, on est pile poil dans les temps. Il me donne pas mal envie. J'ai hâte de voir ce qu'il en est et de voir les premiers échos. En tout cas, il a l'air pas mal du tout. Le dernier livre dont j'ai envie de vous parler pour le mois de juin sort le 28 et se nomme Urbex Mortel, écrit par Betty Piccioli et publié aux éditions Rajo. Ici, nous sommes, comme la couverture le laisse comprendre, dans une maison abandonnée qui fait assez peur et où on va suivre 6 adolescents qui vont s'y rendre pour faire justement de l'urbex. Cependant, on va retrouver très rapidement que l'un d'entre eux a été tué. Le résumé laisse comprendre que nous sommes d'un point de vue complètement omniscient, mais en même temps pas omniscient comme un narrateur habituel. Non, non, non. Omniscient comme, si vous voulez, on est là, on voit tout, mais en même temps on passe à travers les murs, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe exactement dans la tête des personnages. Est-ce que finalement ne serions-nous pas physiquement, ou en tout cas mentalement présents? Est-ce que finalement nous ne serions pas un fantôme? En tout cas, c'est ce que le résumé nous laisse présager. De ce que je comprends, on va être du point de vue d'un fantôme qui va suivre justement les aventures de ces 6 adolescents qui vont se lancer dans l'urbex de cette maison abandonnée et qui vont devoir faire face à un tueur qui semblerait être celui du fantôme du point de vue duquel on suit l'histoire. Ça m'a l'air très intéressant, j'aime beaucoup parce que je me dis qu'on va au fur et à mesure essayer on va suivre ces adolescents qui vont essayer de survivre face à ce tueur qui en a après eux, on ne sait pas trop pour quelle raison. Et en même temps, on va avoir ce fantôme qui va visiblement tout voir, tout savoir plus ou moins, sans forcément pouvoir interagir avec les protagonistes et en même temps essayer de comprendre, parce que visiblement ce fantôme n'a pas l'air de trop se souvenir de sa mort, donc est-ce qu'on va pas essayer aussi au fur et à mesure de nous laisser des brides pour essayer de comprendre qui était ce fantôme de son vivant et comment il est passé du côté fantôme de la force, quoi. Ça m'a l'air pas mal. Je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir de Betty Piccioli, mais celui-ci me donne très envie et permettrait de finir le mois en frissonnant à fond. C'en est tout pour les sorties littéraires du mois de juin qui sont, ma foi, quand même pas mal nombreuses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À chaque fois, j'essaie de vous présenter les sorties qui, d'une, me donnent quand même pas mal envie, mais aussi essayer de vous présenter différents genres pour que ça puisse toucher plus ou moins tout le monde, que vous puissiez plus ou moins tous y retrouver votre compte en vous disant « Ah, celui-ci m'intéresse bien, celui-ci pas du tout, c'est pas mon genre », mais que tout le monde puisse au moins y trouver quelque chose. N'hésitez pas, vous, à me dire si dans les livres que je vous ai cités, quelques-uns vous ont donné envie que vous n'aviez pas vu passer, ou au contraire, à l'inverse, si vous avez vu passer des livres que je ne vous ai pas cités et qui vous donnent complètement envie, dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous y attends. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous encourage à mettre l'emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji pour cette vidéo?
Bah tenez, l'emoji qui a une tête un petit peu qui réfléchit en mode je ne sais pas, parce que personnellement je ne sais pas pour combien de livres je vais craquer ce mois-ci, mais il y en a plusieurs qui me donnent envie, mais je suis encore en pleine réflexion, donc n'hésitez pas à mettre cet emoji là. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, c'est toujours avec grand plaisir que je vois que vous me soutenez. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait très chaud au cœur. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch ou sur Insta, donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas. On y est bien, on est joyeux, on papote, on lit, tout est beau, et des fois même que je vous fais des stories avec des photos un petit peu ridicules, mais j'ai l'impression que vous aimez bien ça. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.